Ce programme vous est proposé avec le soutien de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour et merci de nous retrouver pour ces émissions économiques sur M-Provence. Alors nous avons voulu faire de la ville un sujet d'une émission, confier cette émission à Michel Coirtou, grand spécialiste de ces questions. Donc Michel, aujourd'hui vous êtes venu en compagnie de Luc Bouvet qui préside aux destinées d'Eiffage dans notre région. On va parler de la Smart Marseille, voilà, mais on va aussi parler d'initiatives qu'a prises le groupe Eiffage. Absolument. Aime la ville, d'abord c'est une émission qui va être consacrée justement à la ville, à la façon dont on construit la ville, aux politiques publiques, au transport, aux problématiques de l'habitat, du logement, de l'immobilier, bref, tout ce qui fait que nous habitons tous ensemble en ville et comment nous pouvons y habiter au mieux. Donc effectivement aujourd'hui, Luc Bouvet, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. Directeur régional d'Eiffage. Vous êtes ici pour parler d'un projet, un projet pilote que Eiffage est en train de réaliser sur Marseille, Smartseille, qui vient d'un nom anglais, Smart City, la ville intelligente, donc Smartseille, la ville marseillaise intelligente peut-être. Mais avant de parler du projet lui-même, je voudrais que vous nous parliez de la démarche d'Eiffage. Pourquoi vous arrivez à cette expérimentation ici sur Marseille? Vous avez Eiffage a créé un laboratoire qui s'appelle Phosphore et qui travaille justement sur des innovations en matière d'habitat. Expliquez-nous en deux mots pourquoi Phosphore, pourquoi Eiffage a développé ce laboratoire. Oui, c'est un long processus. Dès 2004, le groupe Eiffage a réfléchi sur le devenir des villes et a cherché un horizon comment doivent vivre les villes en 2030. Donc dès 2004, on s'est réunis. Je dis « on » parce que j'ai tout de suite eu un fort intérêt à réfléchir sur le devenir de ce que doivent être nos villes du futur. Et on se réunissait tous les 15 jours avec beaucoup de personnes qui étaient animées par la recherche de voir comment les villes allaient évoluer. Et donc on se réunissait à l'intérieur du groupe Eiffage avec un laboratoire qu'on avait baptisé Phosphore. Et puis là, on avait le droit à toutes les réflexions. La porte était grande ouverte, on avait le droit de réfléchir comment on allait chauffer nos bâtiments. On faisait passer le chauffage par les aciers des bétons en se disant tiens pourquoi pas, il n'y aura plus de fil électrique en 2030. Enfin, toutes les idées étaient les bienvenues, même aussi saugrenues soient-elles. Et finalement, quelques 10 ans après, on en a retenu quelques-unes et on a essayé de mettre ça en forme. Phosphore, ça phosphorait, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. On était un peu au-dessus. Il a fallu à un moment trouver de la matérialité et faire descendre Phosphore sur un têtement foncier. Et on a trouvé ce têtement sur Marseille. Alors pourquoi à Marseille? C'était un choix délibéré ou ça a été une opportunité? Les deux on dit Eiffage, mais je dirais d'abord et avant tout, c'est parce que le terrain était propice. Le terrain, c'est la géographie, il y a le soleil, il y a la mer, il y a du vent. Quand on veut travailler sur du développement durable, c'est plus facile, quoique. Il y a un terrain propice aussi parce qu'il y a, et il faut le dire, le politique nous a accueillis. La ville de Marseille, Euroméditerranée, ont joué le jeu à bras ouverts pour nous dire venez, s'il y a une expérimentation intéressante, faisons-le à Marseille sur des friches industrielles, donc le devenir d'une ville, avec des quartiers en difficulté. Vous voulez réfléchir comment les villes doivent évoluer. On a un terrain et le terrain était propice aussi, je dois dire, par les acteurs économiques, les acteurs politiques et puis le terrain géographique en lui-même. Et quand on parle de la ville, c'est toujours les urbanistes, les architectes, mais pas seulement, c'est très sociétal maintenant votre approche en fait. Vous n'êtes pas uniquement entre professionnels. Quand on réfléchit à la ville, on a souvent fait appel, et on fait toujours appel aux concepteurs, donc à nos architectes, mais quand vous réfléchissez à l'échelle d'une ville, vous réfléchissez macro. Aujourd'hui, qui pourrait dire par exemple dans notre métropole que le sujet des transports n'est pas un des premiers sujets auquel il faut s'intéresser, le sujet des déchets. Donc les concepteurs, architectes, évidemment, mais on se rend compte que je parle tout de suite politique, économique. Et puis là, je dois dire, et je mets au centre aussi le monde économique, parce qu'un chef d'entreprise, il a ses salariés. Ces salariés qui, le matin, se déplacent, qui doivent aller chercher des logements et qui doivent travailler. Donc tout ça, je dirais, c'est un melting pot. Et on a mis ce jargon sous un terme un peu générique, un écosystème partenarial. Il y a du public, il y a du privé, il y a des grands groupes, il y a beaucoup de start-up. On essaye des associations.
le monde culturel aussi qui vient travailler avec nous. On a essayé de travailler tous ensemble. Alors tout ça, ça se passe sur un site qui s'appelait à l'époque Îlot à l'Art, c'est Marseille aujourd'hui, qui est dans le nord de Marseille. C'est sur le périmètre de l'opération Euroméditerranée 2, comme on dit, l'extension d'Euroméditerranée 2 vers le nord, vers Arenc. Qu'est-ce qui se passe exactement concrètement? Donc sur ce site, il va y avoir des logements, il va y avoir des bureaux, ça s'organise comment? Qu'est-ce qui est nouveau, en fait? Alors, revenons un petit peu sur le site, parce que quand on veut regarder à l'échelle d'un quartier, quand on fait de l'immobilier, on dit toujours l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Donc on a trouvé un terrain en périphérie, des friches industrielles polluées, dans le 15e arrondissement, à proximité du quartier des Crottes, qui était quand même en grande difficulté. Donc on a choisi presque un des lieux les plus difficiles. Et on s'est dit, on va travailler à cet endroit-là. Quand on regarde, et là c'est intéressant de regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs, parce qu'il faut aller regarder, il faut aussi s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Vous avez des villes comme Détroit qui ont reconstruit la ville après, je dirais, une déshérence sur l'industrie automobile, qui ont reconstruit la ville industrielle. Vous avez des villes comme Santander, plus proche de nous en Espagne, qui, elles, ont numérisé l'ensemble de la ville. Vous avez pour une ville de 100 000 habitants, vous avez plus de 20 000 capteurs dans la ville. Donc on a des exemples, beaucoup d'exemples, et on s'est dit pourquoi pas avoir ce conglomérat ici, dans un îlot qu'on a dénommé îlot démonstrateur, et essayer de démontrer des choses, nous-mêmes à Marseille, pour essayer d'en faire le plus possible dans un site, et j'y reviens, un site qui était quand même un site extrêmement complexe, donc qui nécessite un véritable investissement de la part du public et du privé. Le lieu, pour y revenir, on va réaliser 56 000 m² de plancher, oui, c'est... En termes d'innovation réelle, qu'est-ce qu'on va avoir de neuf dans ce projet? C'est un mixte entre des activités de bureau, des activités de logement, des activités de commerce. Et tout ça, il va falloir, dans un site qui n'est pas en proximité immédiate du centre-ville, il va falloir que tout ça vive ensemble. Mais on a cherché à faire en sorte que chacun puisse s'apporter. Les gens qui travaillent dans les bureaux puissent s'apporter aux gens qui sont dans les logements à côté. Comment ? On impose un peu les choses, on guide un peu les choses pour que derrière ça fonctionne mieux. On va prendre un exemple très simple. On est à côté de la mer. On va donc chercher par une boucle à eau de mer de l'eau à 16 degrés pour amener dans cet éco-quartier. Bon, je dirais les boucles à eau de mer, on en voit un peu partout fleurir quand on est en proximité immédiate de la mer. Bah ici, on a cherché une deuxième boucle. Quand vous prenez de l'eau de mer à 16 degrés, vous l'amenez dans du bureau. Les bureaux, il y a des ordinateurs, il y a beaucoup de personnes, il faut souvent les rafraîchir. Donc l'eau qui va ressortir des bureaux, elle va être chauffée par des calories, parce qu'on aura pris des frigories. C'est un tout petit peu technique, mais enfin, on sort de l'eau chaude. Cette eau chaude-là, généralement, elle va servir à chauffer les oiseaux. Nous, on s'est dit, tiens, en proximité immédiate, vous avez des logements. Si on veut garder une équation économique, dans les logements, c'est souvent l'équation économique la plus importante, c'est l'eau chaude sanitaire. On va utiliser cette eau chaude pour diminuer de 30% l'empreinte énergétique et donc économique des logements à côté. Donc le bureau, tout d'un coup, devient solidaire du logement à côté. Et vice-versa, puisqu'on va alterner et continuer. Donc on va prendre le savoir-faire économique. Concrètement, les gens des logements, sur une équation économique de 1 000 € en dépenses énergétiques, on leur propose 650 € de dépenses énergétiques annuelles. Et derrière, il y a aussi, parce que ça c'est un petit peu subi, beaucoup de participation que vous demandez en fait aux gens qui vont habiter sur ce territoire-là, parce qu'on dit toujours que les gens sont très individualistes, que c'est pas évident d'avoir un comportement un petit peu plus grégaire et tout. Là, aujourd'hui, vous allez leur demander par exemple de partager leur parking, donc il faut vraiment qu'il y ait une approche... on va dire de solidarité, sans vouloir emprunter des mots trop importants. C'est quelque chose que, en allant voir le quartier Vauban à Fribourg en Allemagne, ça nous a fortement inspiré. Quand vous voulez travailler sur un bien vivre ensemble, il y a effectivement un effort à consentir les uns par rapport aux autres. On constate qu'aujourd'hui, la réglementation nous demande de construire un parking quand vous faites du bureau pour 20 m², et puis de construire un parking par logement. Puis quand on y réfléchit, on se dit, tiens, le soir, les parkings des bureaux sont vides, alors qu'ils sont pleins pour les logements. Mais pendant la journée, c'est l'inverse. Et pendant le week-end, c'est l'inverse. Et pendant les vacances, c'est l'inverse. Donc, finalement, on construit du stationnement qui n'est utilisé qu'à
50%, voire 40% de son temps réel d'utilisation. Et là, on va se dire, si on foisonnait, et si on travaillait, et si on vivait ensemble, mon parking, ce n'est pas ma propriété, c'est un droit au stationnement que je vais partager avec celui qui vient travailler pendant la journée. Et on va diminuer encore une fois là l'équation économique, mais on va consentir de partager. Et pour pousser sur l'image de Fribourg, ça veut dire que le soir, quand je descends, je n'ai pas au pied de ma cage d'escalier mon parking qui est à 10 mètres. Il faut que j'accepte qu'il change et que peut-être j'aurai à marcher un peu dans l'espace de stationnement, le parking qui est dessous. Les Allemands appellent ça la distance de chausson. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on accepte de le faire en chausson. Il y a un petit effort à faire. Et moi, je crois que pour le bien vivre ensemble, il faut qu'on arrive à consentir un petit effort tous. En distance, c'est quoi la distance de chausson? C'est quoi? 50 mètres? Quelle distance feriez-vous en chausson pour aller jusqu'à votre voiture? Je l'ai mis à maximum 400 mètres, on va parler de 200 mètres, 200, 300 mètres, on accepte d'aller le faire, d'aller chercher ce qu'on aurait laissé dans la voiture. Admettez qu'on a quand même un peu du mal à y croire quand à Marseille, les gens s'arrêtent pour acheter un paquet de cigarettes au milieu de la rue, quoi. Donc c'est quand même une révolution dans les esprits. Je ne veux pas paraître donneur de leçons, c'est quelque chose qu'on échange avec nos politiques. Le civisme, ça doit passer par là si demain on veut travailler sur des écoquartiers. Je crois que là, il n'y a pas de discours privé-public, c'est tous ensemble. On veut simplement montrer, on se dit îlot démonstrateur, on veut montrer que c'est possible. Alors j'imagine que vous faites peut-être un peu de pédagogie pour les gens qui vont venir habiter là, vous leur expliquez un petit peu comment changer leur façon de vivre. Il y a des formations qui sont organisées. Vous avez, alors on va mettre ça en place. Aujourd'hui, vous avez 300 agents de la ville de Marseille qui sont implantés sur le site. Au mois de septembre, vous avez les premières personnes qui vont rentrer dans les logements. Oui, il va falloir mettre tous les ingrédients en place. Parce que je sais aussi, alors juste avant qu'on se quitte, que vous leur proposez un service de conciergerie spécifique aussi avec des applications numériques. En 2 mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce nouveau service? Quand vous demandez aux gens ce qu'ils attendent de leur logement, et là c'est intéressant, ils n'attendent pas forcément la plus belle qualité de faïence, ils attendent du service. Dans les quartiers de demain, le bar du village, on l'appelle, nous, e-conciergerie. C'est-à-dire que depuis vos logements, vous êtes connectés, vous allez pouvoir avoir un maximum de services, depuis votre coiffeur, ou réserver une place de spectacle, ou réserver votre voiture, ou réserver un logement qui est libre pour quelqu'un de votre famille qui va vouloir venir sur le site. Et puis, il y a une conciergerie, e-conciergerie, qui sera le réceptacle et le lieu de rencontre de toutes les personnes, les 4000 personnes qui vont vivre demain sur Marseille. Donc une nouvelle façon de vivre quand même, les uns avec les autres. On adapte la technologie qui est attendue par tout le monde, mais aussi des lieux de vie qui sont importants et on veut que les gens puissent continuer à se rencontrer comme ils le font dans nos quartiers, les nombreux quartiers qu'on a sur Marseille. Il y a 112 quartiers sur Marseille, on l'avait appelé le 113e village, qui est aussi un lieu de vie dans ce 113e village. Merci Luc Bouvet, merci d'être venu nous parler de cette opération. Merci. Michel Quartou. Oui, on se retrouve pour la prochaine émission Aime la ville sur M Provence, le mois prochain. Merci. À bientôt.